Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et aujourd'hui, on va parler de la meilleure course de l'année, Paris-Roubaix, qui se tiendra ce dimanche, donc le dimanche 7 avril 2024. Euh, donc, on sort d'une semaine un peu compliquée où on a eu donc un Tour des Flandres remporté de manière magistrale par Mathieu Van Der Poel, il faut le dire, dans des conditions dantesques avec quelques chutes qui ont notamment impacté la présence ou non de certains coureurs sur la start list. On pense notamment à Matej Moric par exemple. Mais donc, on sort d'une période un peu bizarre de classique flandrienne où on pensait avoir des grosses batailles et finalement, suite aux chutes, on a vraiment un épouvantail qui est Van Der Poel. Et donc, on va essayer de voir dans cet épisode comment pourra se dérouler cette prochaine course, donc le Paris-Roubaix 2024. Et puis, on va discuter des différents favoris. Mais avant tout ça, on va faire un rapide point quand même sur le parcours, pour le rappeler. Il change un petit peu par rapport aux années d'avant, mais globalement, c'est toujours à peu près la même chose. Donc, on part de Compiègne, on va jusqu'à Roubaix, pour un total de 260 kilomètres. Pendant les 100 premiers kilomètres, on n'a pas de secteur pavé, et ensuite, il y aura 30 secteurs pavés sur l'ensemble du parcours, qui font un total de 56 kilomètres sur les routes pavées. Donc, c'est quand même énorme, 56 kilomètres sur des routes pavées, avec des secteurs plus ou moins durs. Euh, les plus durs, évidemment, c'est le secteur de la Trouée d'Arembert. La Trouée d'Arembert qui a été agrémentée d'une chicane à son entrée, vous en avez forcément entendu parler, pour essayer de ralentir la vitesse des coureurs. J'ai pas d'avis spécifique là-dessus. Je sais que c'était une demande des coureurs de faire quelque chose. Est-ce que c'était la bonne solution? Probablement, pardon, que non, quand même. Quand on voit qu'il y a une chicane avec un virage très fort qui se situe juste après le passage de la voie ferrée. En fait, étant donné que la vitesse va être réduite à, je sais pas, 10 km/h, 5 km/h dans la chicane, on va avoir un phénomène qui va faire que le premier mec qui va sortir de la chicane aura 20 secondes d'avance sur le dernier gars de la chicane. Tandis que si tout le monde était en peloton, ça aurait été beaucoup plus resserré. Mais là, en fait, ça va étirer à mort le peloton, cette chicane, un peu comme un cyclocross. Les coureurs vont passer un par un, en fait, dans la chicane. Donc il faut se dire que le placement sera encore plus primordial, probablement, que dans la Trou d'Arembert, dans sa formation initiale, sans cette chicane avant. Donc ça va vraiment être un avantage stratégique à avoir d'être passé à l'avant. Et je pense que ça va être un énorme sprint, tout simplement, juste avant la trouée d'Arembert. Puisque avant, il fallait être bien placé, mais si on était dans le 10 premier, on était pareil que le premier. Là, si on est dixième, on a déjà 2-3 secondes de retard sur le premier. Donc ça va être très important. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de chute. Je pense qu'il y en aura, malheureusement, parce que ça va être tellement tendu, passer dans cette chicane. Peut-être qu'elles seront moins graves que les chutes qu'il y aurait eu sur la trouée d'Arembert. En tout cas, je sais que les organisateurs réfléchissent à des solutions plus pérennes pour les années suivantes, mais que là, c'est la solution qu'ils ont choisie pour cette année, même si c'est pas, a priori, quand même pas la bonne solution, on va pas se mentir. Mais bref. Donc on aura cette chicane à l'entrée de la Trouée d'Arembert qui sera un enjeu majeur, peut-être le premier highlight de la journée, on va dire, l'arrivée dans cette Trouée d'Arembert. Et puis ensuite, les secteurs les plus durs, on les connaît tous, hein, Mont-Saint-Pével, pardon. Et puis le Carrefour de l'Arbre pour finir, où je serai présent cette année. Étant donné puisque j'habite pas loin de Lille, enfin mes parents habitent pas loin de Lille, et donc tous les ans je vais sur le secours et en général le carrefour de l'Arbre, il y a toujours une ambiance sympa et puis on voit la course se décanter, donc voilà. Euh, 30 secteurs pavés pour la meilleure course de l'année, tout simplement. Voilà, ça va être super. Euh, on va faire un rapide point sur la météo, parce que c'est quand même un élément déterminant. Alors il y a eu une semaine compliquée en termes de météo, comme les semaines précédentes. En fait, si vous avez vu la météo sur le Tour de Flandre, des Flandres, pardon, c'est la même météo depuis pas mal de temps dans le nord de la France. Simplement, on a un week-end de grand soleil. Enfin, en tout cas, samedi, il va faire très chaud, il y aura du soleil pour la course des femmes. Et vent dimanche, il y aura un peu plus de nuages, peut-être un petit peu des petites gouttes de pluie qui vont tomber, mais normalement, ça devrait rester à peu près sec. Donc la question, c'est dans quel état seront les secteurs pavés? On a des campagnes qui sont totalement sous l'eau depuis des semaines avec tout ce qui est tombé, qui n'arrivent pas trop à évacuer. Donc probablement encore des traces d'humidité. Mais est-ce que le samedi et dimanche, plutôt ensoleillé, plutôt chaud, même déjà ce vendredi, il commence un peu à faire meilleur, est-ce que ça va être suffisant pour que les secteurs soient totalement secs? Eh ben ça, c'est une grande question. Euh, Ça sera déjà intéressant, on aura des premiers éléments de réponse sur la course des femmes qui se tient donc le samedi. On pourra déjà voir l'état des secteurs pavés et on pourra se dire que ça sera un petit peu plus sec pour les hommes a priori. Euh, Ce qui risque d'être dangereux pour les coureurs quand même, c'est que on aura certains secteurs qui seront à peu près secs et d'autres totalement mouillés, je pense. Enfin, on aura un mi-sec, mi-mouillé.
un peu délicat, je pense, à gérer pour les coureurs. Donc, il faudra bien choisir son matériel, quelle pression on met dans ses pneus, quelle section on met. Donc, ça va être tout un casse-tête tactique pour les mécanos des équipes et puis pour les coureurs. Mais donc, voilà, des conditions qui sont un peu incertaines quand même. On sait qu'il devrait pas trop pleuvoir le jour des courses. En revanche, quel sera l'état des secteurs pavés? Ça, c'est une autre question qui sera quand même assez primordiale. Et puis, évidemment, s'il pleut, c'est plutôt à l'avantage des coureurs à l'aise. Donc, on pense évidemment à Mathieu Van Der Poel. Lui, si c'est un peu mouillé, ça va pas le déranger, très clairement. Donc voilà, c'était le petit point sur la météo. On a fait le point sur le parcours. Donc, si on se rappelle rapidement du déroulé de la course l'an dernier, c'était sorti très tôt. Je sais plus, à 100 km, ça avait commencé un peu à se décider. On a vu un groupe de costauds qui était sorti un moment avec Van Der Poel, Philipsen, Van Aert, Pedersen, Kung, Ganna et puis Degenkolb. Avec la terrible chute de Degenkolb qui a un peu passé par Van Der Poel et Philipsen dans le carrefour de l'arbre. Van Aert qui attaque dans le carrefour de l'arbre mais qui crève. Et puis Van Der Poel qui s'impose en solitaire. Et puis le deuxième c'était Jasper Philipsen. Ça c'est quand même important. On en reparlera dans la suite pour, les pronostics, pardon. J'ai un peu bégayé. Et on va passer tout de suite à cette partie, donc la partie des pronostics. Donc pour la partie des pronostics, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va se baser sur les cotes sur Winamax. Et donc le premier favori selon Winamax, c'est évidemment Mathieu Van Der Poel qui est coté à 2,50. Et le deuxième favori, c'est Jasper Philipsen qui est coté à 5. Donc les deux de la même équipe, les deux de la Alpecin. Mathieu Van Der Poel, il a bon, déjà gagné Paris-Roubaix l'an dernier, évidemment. Il fait des très bons résultats jusque-là. On se souvient notamment en 2021 sous la pluie, dans la boue, là où il avait fait troisième. Et puis Jasper Philipsen qui avait fait deuxième l'an dernier. Et avant, il avait fait 41e et abandon. Donc en fait, on a eu une révélation l'an dernier sur Paris-Roubaix en se disant mais Philipsen, c'est pas seulement un sprinter, il est aussi capable d'aller très loin dans la course dans Paris-Roubaix. Et pourquoi pas de jouer la gagne? On sait qu'il a fait un très bon début de saison, Philipsen, il n'y a rien à redire là-dessus. Et surtout qu'il a un peu axé sa préparation sur les classiques, pour devenir plus qu'un sprinter, un vrai classic man. On sait que le Tour des Flandres c'était trop dur pour lui, donc il s'y est pas préparé. En revanche, pour Paris-Roubaix, c'est un vrai candidat. C'est pour ça qu'il est coté à seulement 5 par les bookmakers. Euh, donc là, on aura une stratégie qui va être intéressante pour la Alpecin puisqu'ils auront les deux favoris. Je pense quand même qu'on va plutôt jouer pour Mathieu Van Der Poel. Mais si jamais Philipsen n'est pas trop loin, si jamais dans le carrefour de l'arbre, il est encore là avec les meilleurs, ça sera probablement pour lui. Donc en fait, Philipsen, à mon avis, ça sera un peu débrouille-toi mon pote. Nous, on va faire notre course pour Van Der Poel. Mais si jamais tu arrives à être bien placé vers la fin, alors peut-être qu'on changera le scénario de la course et qu'on pourra pardon, pour toi. Et en fait, surtout, ça va être un allié de poids très fort pour Mathieu Van Der Poel, puisque si jamais vous avez Philipsen dans la roue et que vous devez rouler sur Mathieu Van Der Poel, bah vous emmenez un mec qui va super vite au sprint, qui est quasiment sûr de vous aligner, à moins que vous appeliez Tim Merlier, mais on va y revenir après, qui est quasiment sûr de vous aligner au sprint. Et en plus, vous êtes en train de chasser Mathieu Van Der Poel, c'est pas n'importe qui. Donc, bon, on va aller assez vite sur l'Alpecin, un immense favorite avec leurs deux meilleurs coureurs. Je pense qu'en termes de stratégie, on n'a pas trop de soucis à se faire. Ça va être pour Van Der Poel et puis Philipsen au cas où. Ça devrait pas être trop compliqué pour les directeurs sportifs. On sait qu'ils ont une équipe très forte. Ils l'ont montré dans le Tour des Flandres où ils ont vraiment couru à la perfection, pardon. Donc l'équipe change un petit peu cette année pour Paris-Roubaix par rapport au Tour des Flandres, mais bon, on reste quand même sur du très solide avec toujours Sylvain Dillier, Timo Kilic, qu'on a vu à son avantage sur les dernières courses dans les Flandres, Van Aert, Riesbeck et puis Gianni Vermeersch. Donc voilà, très grosse équipe pour la Alpecin. Le troisième larron, le troisième favori, selon les bookmakers, vous allez voir le troisième favori, parce qu'après c'est plus des favoris, c'est vraiment des outsiders. C'est Mats Pedersen qui est coté à 2,50, à 7,50 pardon, j'ai pas réussi à le dire. Donc 7,50, ça veut dire qu'il a quand même des chances assez non négligeables de s'imposer, Mats Pedersen. Donc pour rappel, Mats Pedersen, grosse chute sur à travers la Flandre, abandon. On sait pas trop s'il sera chaud pour le round. Il court quand même. On voit qu'il est en forme. Il court un peu n'importe comment, mais on a vu qu'il était en forme. Donc, a priori, il est pas très loin des 100% de forme pour Paris-Roubaix quand même. C'est pour ça qu'il est considéré par Winamax comme un des grands favoris. Il faut savoir que Mats Pedersen, pour l'instant, sur Paris-Roubaix, c'est jamais trop de chance. Il a jamais fait de bons résultats, à part l'an dernier. Mais les années d'avant, il avait joué de malchance. L'an dernier, il était fort. Il fait quatrième, derrière Van Aert, derrière Philipsen, derrière Van Der Poel. Cette année, on le sent peut-être un peu plus fort, et peut-être
qui aura une meilleure stratégie d'équipe du côté de la Lidl Trek, même si sur Paris-Roubaix, c'est pas vraiment comme le Tour des Flandres. Je pense que c'est un peu plus chacun pour sa gueule. Tout le monde va essayer de se sauver, mais bon, la Lidl Trek, il y a toujours des équipiers assez forts. Edward Teuns, Dan Houle, Tim de Klerk, Odo Vergaerde, tout ça. On a aussi Jonathan Milan qui sera présent. Jonathan Milan, on l'a vu un petit peu sur le Tour des Flandres, mais on savait que c'était pas la course où il allait briller, il a fini très loin. Le problème, c'est que je sais pas trop ce qu'il va donner sur Paris-Roubaix, donc pour l'instant, je dis tout sera pour Pedersen, pour la Lidl Trek. Et si jamais par bonheur, on a un Jonathan Milan pas trop loin placé, alors peut-être qu'on pourra commencer à arriver à des stratégies d'équipe, mais j'ai un peu du mal à envisager Jonathan Milan sur cette course-là. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas des bookmakers, puisqu'il est coté à 50, Jonathan Milan, tandis que Mats Pedersen est à 7,50. Donc à mon avis, ça sera vraiment tout pour Mats Pedersen. Et si jamais c'est pas du même niveau que Van Der Poel et Philipsen, en fait, c'est vraiment, je pense vraiment au cas où, dans le dernier recours. Ah bah tiens, Jonathan Milan est là, on va peut-être s'en servir. Et donc voilà, c'était les principaux favoris. Ensuite, on arrive dans les outsiders. Et donc là, on a 4 mecs qui sont cotés à 25, pardon. Le premier, c'est Dylan Van Barle. Pourquoi il est coté à 25? Parce que c'est un ancien vainqueur, tout simplement. Parce que sinon, en fait, il n'y a pas trop de raisons. Dylan Van Barle, il était malade, il me semble. On l'a vu revenir sur le Tour des Flandres totalement anonyme. 83e, on l'a pas vu de la course. Mais Dylan Van Barle, c'est le vainqueur en 2022. Il était très fort en 2022, vraiment super impressionnant. Je crois qu'il a eu un problème, une chute sur 2023, donc il a pas fini. Mais vu qu'il a gagné en 2022, évidemment, c'est un grand leader. Et surtout, en fait, du côté de la Visma Leasebike, on est un peu sur la paille. Parce que Van Aert, il est pas là. Laporte, il est là, on va le voir, mais il revient tout juste. Fatigue, fatigue slash maladie. À la base, il devait pas trop participer, finalement, il participe quand même, donc on sait pas dans quel état de forme il va arriver. On avait aussi Matteo Jorgensen qui était potentiellement prévu, même si c'est pas exactement son profil de course. Matteo Jorgensen ne vient pas non plus parce qu'il n'est pas assez remis pour de son Tour des Flandres. Donc les leaders, a priori, de la Team Ismail The Bike, c'est Laporte et Van Barle. Laporte, bon, Laporte, c'est un peu le même combat que Sénéchal, c'est pas mal de malchance sur Paris-Roubaix. L'an dernier, il finit 10e alors qu'il a une crevaison juste à la sortie d'Arambert alors qu'il est avec les meilleurs. On se souvient en 2021 sous la pluie, là où il avait un problème de frein, il finit 6e quand même, c'était incroyable. Mais j'aime beaucoup Christophe, il est coté à 35 d'ailleurs, donc c'est pas très loin de Van Barle qui est coté à 25. Mais j'avoue que je suis pas très optimiste quant à son état de forme. C'est dommage parce que sur le papier, ça aurait vraiment pu être son année. Il n'y a pas Van Aert. Van Barle est pas au top, donc c'est vraiment lui le gros leader de l'équipe. En revanche, je pense qu'il a quand même un état de forme qui n'est pas assez bon. On peut pas revenir d'une maladie comme ça et être direct super fort sur Roubaix, enfin je pense pas. Donc c'est pour ça que je ne mets pas Christophe dans mes favoris. S'il fait un top 10, ce sera déjà bien pour lui, pour montrer qu'il est un peu en forme. Le problème, c'est que c'est la fin de sa période. Là, en fait, il a loupé toute la période des classiques parce qu'il était malade. Et puis, bah, il va faire quoi après? C'est quoi la suite de son programme? Normalement, c'était eu un break après Paris-Roubaix, mais là, c'est le début, donc on verra. Mais voilà, donc ça sera intéressant de voir quand même quelle stratégie va adopter la Visma Leasebike, étant donné qu'ils n'ont pas de vrai leader, euh, au même niveau que Van Der Poel et Pedersen, par exemple. Donc il va falloir composer avec ce qu'ils feront. Donc je pense que c'est pareil, stratégie de survie. Et puis si jamais on voit que par chance Van Barle et Laporte sont dans un bon jour, alors là on pourra peut-être commencer à réfléchir à des stratégies. Alors côté à 25, on a aussi Nils Politt qui est côté 25. Donc ça c'est assez intéressant parce que Nils Politt il a fait un beau Tour des Flandres où il finit troisième donc après le déclassement un peu malheureux de Michael Matthews. Un terrain où il l'attendait pas et il finit très bien. Et franchement, moi, je suis assez hypé par la UAE parce qu'ils ont une très belle équipe sur les pavés. Donc déjà, il y a Nils Politt, évidemment, qui sera le grand leader là pour ce Paris-Roubaix. Il y a aussi Tim Wellens. Tim Wellens, c'est plus un coureur ardennais, mais il est pas dégueu sur les pavés. Donc ça, c'est intéressant. Mikkel Bjerg. Et puis aussi Antonio Morgado. Donc voilà, pour la UAE. Donc Politt, on sait qu'il est très en forme. Troisième du Tour des Flandres, pardon. Sa course de prédilection, c'est Paris-Roubaix. Il avait déjà fait deuxième, on se souvient, en 2019.
au sprint, il avait perdu le sprint à cette époque-là sur le Vélodrome, quand il était sorti un peu en échappée avec Philippe Gilbert là. Donc voilà, Nils Politt qui a déjà fait des bons résultats. L'an dernier, il était pas trop dans le coup, mais moi je pense que cette année, il va être dans le coup, très clairement. Et puis il a une belle équipe, donc je disais Tim Wellens. Tim Wellens qui un petit peu décevant, il avait fait des super choses pardon, sur le week-end d'ouverture en Belgique. Donc moi je l'attendais un peu plus. Il fait quatrième de l'E3, mais là sur à travers la Flandre et le Tour des Flandres, il n'était pas trop présent. Euh, il a jamais fait Paris-Roubaix. Voilà, c'est ça le problème. Bon profil, mais en réalité, pas trop de connaissances du terrain. Ça va être compliqué. Après, si on continue dans la lignée du Tour des Flandres, donc au troisième, on avait Nils Politt. Quatrième, on avait Mikkelberg, donc on a eu le petit train UAE là à un moment, dont Tim Wellens faisait partie d'ailleurs. Mikkelberg n'a jamais très bien figuré sur Paris-Roubaix. En revanche, comme Nils Politt, c'est plutôt une course qui lui convient sur le papier, sur le profil. Il fait quatrième du Tour des Flandres, donc c'est-à-dire qu'il est en forme. Donc là, on a plusieurs coureurs qui sont à un niveau assez élevé, qui sont des outsiders, donc assez intéressant. Et puis la dernière carte, c'est Antonio Morgado, donc cinquième du train UAE, évidemment, cinquième du Tour des Flandres, pardon, dans le petit train UAE. Donc Antonio Morgado, 20 ans, première saison pro. Le mec fait des étincelles dans tous les domaines, c'est super impressionnant. Et ben moi je pense qu'il va encore en faire sur Paris-Roubaix. Donc évidemment il a jamais couru Paris-Roubaix, Antonio Morgado. Mais donc là on a une stratégie qui va être assez intéressante. Je pense que le leader ça reste quand même Nils Politt. Les autres sont en dessous, de mon propre avis. Morgado, Wellens, Bjerg, c'est en dessous de Politt, mais c'est pas très loin. Donc c'est pour ça qu'on a Politt qui est coté à 25. En revanche, quand on regarde les autres, ils sont cotés à 40 pour Bjerg. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop l'oublier non plus. Et le site de Winamax est en train de bugger puisqu'ils sont en train de mettre à jour les codes, je suis désolé. Je vois pas encore les codes pardon, de Morgado, Morgado côté de 125 et Wellens, ça doit être encore pire. Donc tout ça pour vous dire que on mise plutôt sur Bjerg ou Politt pour les bookmakers, moi je pense, mais je mets vraiment peut-être une pièce sur Nils Politt. Je pense que ça sera un des opposants les plus sérieux à Mathieu Van Der Poel, tout simplement. Donc attention à cette équipe UAE. Et côté à 25, on a aussi Tim Merlier. Et donc là, c'est est-ce que la Soudal Quickstep va sauver sa saison de pavé sur cette course-ci? Moi, j'aime bien la composition sur le papier de la Soudal Quickstep. On a beaucoup de beaux coureurs. Donc Tim Merlier, notamment, Yves Lampart, l'homme de Paris-Roubaix, Casper Asgreen, Gianni Moscon, et puis après des bons équipiers. J'ai mentionné quand même Gianni Moscon, même s'il n'a rien fait depuis le début de la saison, à part une échappée sur un moment sur l'Omloop. Mais pour sa performance pardon, en 2021 dans le Paris-Roubaix boueux, fini quatrième, il fallait que je le mentionne. Il avait déjà fait cinquième en 2017, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un Gianni Moscon qui sort de nulle part. Même si donc on le disait, le leader a priori, ce sera plutôt Tim Merlier. Tim Merlier qui a battu Jesper Philipsen au sprint sur le Grand Prix l'Escaut, pardon, de l'Escaut. Le petit lapsus sur le Grand Prix l'Escaut, donc la Skedelprijs, Sprice, je sais pas comment on dit exactement, pardon. Mais donc Tim Merlier qui avait fait 23e l'an dernier sur Paris-Roubaix, qui était passé un peu loin derrière quand même des autres. Mais là, cette année, il montre des choses pas dégueu sur les classiques flamandes. Évidemment, on n'a rien eu de la vraie difficulté type Paris-Roubaix. Il a fait 65e sur le ronde. Mais il y a plus de chances que sur des coups de malchance, sur des situations de course, sur des regroupements, que Tim Merlier fasse un bon résultat. Moi, je le vois pas gagner très clairement, mais pourquoi pas un top 5, d'une manière ou d'une autre. Par contre, ceux que je vois peut-être bien figurer, mais bon, je m'enflamme encore et ils vont encore faire une course de merde, c'est Yves Lampart et Casper Asgreen. Donc Casper Asgreen, 47e du Tour des Flandres, super loin. Clairement pas très en forme le bonhomme, a priori. Même si Paris-Roubaix, c'est une course qui peut vraiment lui convenir sur le papier, mais il a jamais bien figuré. Donc un peu l'énigme, je pense qu'il sera plutôt équipier. Et pourquoi pas un leadership chez Yves Lampart? On sait que Yves Lampart, c'est vraiment la course qui lui correspond le mieux, Paris-Roubaix, le Belge. Il va bientôt avoir 33 ans, mais il est encore en forme, et il a fait 18e du Tour des Flandres. Alors là, ça m'a un peu surpris parce qu'il fait un début de saison horrible. Et puis 18e du Tour des Flandres sur une course si difficile comme ça, là.
alors qu'on l'attendait pas, que c'était pas son profil. Paris-Roubaix, c'est la course d'Yves Lampart, il a déjà fait 7e en 2015, 3e en 2019, 5e en 2021. Il aurait dû faire podium en 2022, mais il y a un spectateur qui le fait chuter dans l'avant-dernier secteur pavé, là. C'était vraiment une image terrible. Mais donc, moi, Yves Lampart, pour un top 5, il n'y a aucun problème. Tous les jours, je dis oui, je pense que c'est possible. Kasper Asgreen, ouais, ça sera plutôt un équipier finalement à la réflexion. Mais donc, peut-être un double leadership entre Yves Lampart et Tim Merlier, je ne sais pas. Voire Moscon, la surprise. Non, bon, c'est vraiment une surprise si c'est Moscon. Mais donc, ça sera intéressant de voir l'agencement, comment dire, Quick-Step. Est-ce qu'ils vont se partager un peu les choses entre leadership et donc les équipiers entre Yves Lampart et puis Tim Merlier. Donc, Tim Merlier, il est coté à 25. Et ensuite, si on regarde le prochain Quick-Step, c'est Yves Lampart qui est coté à 60. Kasper Asgreen à 100. Donc, ça sera intéressant de voir la stratégie de la Soudal qui doit sauver sa campagne de classique très clairement. Est-ce que ça passera plutôt par une carte d'attaquant avec Yves Lampard ou par l'opportunisme avec Tim Merlier? Reste à voir en fonction du déroulement de la course. Mais je pense qu'ils n'auront pas peur d'attaquer de loin avec des gars comme Asgreen ou Moscon, pourquoi pas. Ensuite, côté à 30, on a Alberto Bettiol. Donc Alberto Bettiol de la IF. IF, une team pas trop mal. Bisseguer, ça sera un bon équipier. Jonas Rutsch, qui était dans les échappées, je crois, sur Paris-Roubaix déjà par le passé. Il n'y aura pas Riley Sheehan. Ah non, pardon, il est chez Israël, je dis des conneries. Mais ouais, donc Bettiol qui sera le principal favori pour l'AIF. 9e du Tour des Flandres, prestation solide. Voilà. Et sur Paris-Roubaix, il a jamais participé, donc ça c'est un peu le point noir par contre pour Bettiol, c'est qu'il a jamais participé à cette course-là. Donc un peu difficile de bien figurer à la première participation. Ensuite, favori suivant, qui est coté aussi à 30, c'est John Degenkolb. Donc j'avais vraiment très envie d'en parler de John Degenkolb. On voit qu'il est dans un état de forme moyen. Enfin, on l'a vu un petit peu sur les Flandriennes, mais jamais bien placé, quoi. On l'a vu faire des efforts un peu dans les groupes de contre. Voilà, on l'a vu un peu pointer le bout de son nez. Il n'a pas une équipe incroyable. En revanche, il a déjà gagné Paris-Roubaix, tout simplement. Voilà. C'était il y a très longtemps, puisque c'était en 2015. Il a fait aussi deuxième en 2014. Il a fait 10e en 2017. Et l'an dernier, il était peut-être dans les trois plus forts. Et il finit septième suite à cette terrible chute dans le carrefour de l'arbre. Donc là, c'était vraiment le moment émotion. Ça, moi, ça m'a un peu brisé le cœur, j'avoue. J'étais très content de le revoir à l'avant. Et puis le mec chute, enfin, se fait tasser dans le carrefour de l'arbre. Il n'y a pas vraiment de responsabilité des Alpecin sur ce truc-là, mais c'est juste très décevant pour John Degenkolb. Donc moi j'espère que cette année il va encore faire quelque chose. C'est aussi sa course de prédilection, je pense, celle sur laquelle il est le plus à même de briller. Donc moi j'espère vraiment voir John Degenkolb en bonne forme. C'est juste qu'il a pas trop d'équipe, donc ça sera un peu compliqué. Peut-être des mecs comme Nils Sekov qui peuvent l'aider, mais il sera assez vite assez seul. Côté à 35, on a aussi Christophe Laporte, mais on en a déjà parlé, et on a aussi Joshua Tarling. Et ça c'est intéressant. Enfin moi, c'est peut-être le mec que je vois le plus performer par rapport à ce qu'on attend de lui. Joshua Tarling, qui a quand même une belle équipe, puisqu'il y a aussi Ben Turner dans son équipe. Donc Ben Turner, gros potentiel sur Paris-Roubaix. Cameron Worth, 40 ans toujours là. Connor Swift, bon équipier. Elia Vivani, équipier aussi. Mais donc je pense que les deux leaders, ce sera Joshua Tarling et Ben Turner. Tarling qui était très impressionnant sur à travers la Flandre, qui était aussi à peu près dans les bons coups sur Tour des Flandres. En fait, on a vu qu'à chaque fois que ça montait, il était en difficulté. En revanche, sur le plat, c'est une énorme machine à rouler. Et ben, il n'y a pas de montée dans Paris-Roubaix. Donc, pourquoi pas, franchement. Alors, l'an dernier, il fait hors délai, je sais pas dans quelles conditions exactement. Mais cette année, donc en fait, c'est soit ça casse, soit ça passe. Ça peut être un énorme flop, comme ça peut être un top 5 pour Tarling. Donc, attention à lui. Moi, j'aurai un œil sur lui pendant la course, en tout cas. Ça, c'est certain. Donc, je vous rappelle, il a seulement 20 ans. Et il les a eus cette année. Donc, c'est en 2004. Ce sera très intéressant, pardon, de voir ce qu'il va faire, le Josh. Et puis Ben Turner, 24 ans, qu'on a vu un peu à l'avant aussi sur à travers les Flandres, Gand-Wevelgem, le Tour des Flandres. Pas de bons résultats, mais ça peut peut-être lui sourire sur cette course-ci, sur Paris-Roubaix. Je pense aussi que c'est probablement la Flandrienne qui lui convient le mieux.
Il a participé une seule fois en 2022, il a fait 11e. Donc top 10 très envisageable pour le duo Joshua Tarling, Ben Turner. Ben Turner qui est coté à 60. Puis on avait aussi parlé, pourquoi pas, de Magnus Sheffield, mais je crois qu'il ne sera pas aligné. Mais ça aurait été une très bonne carte aussi pour la Ineos, Magnus Sheffield. A priori pour l'instant pas aligné. Dans la suite des leaders, coté à 35, Lorenz Rex. Alors ça aussi c'est intéressant. Donc Intermarché Wanty pardon, qui va venir avec Lorenz Rex, Tennyson, Hugo Page qu'on a vu pas mal à son avantage aussi quand même sur les Flandriennes, donc ça peut être un pion à l'avant. Et puis Adrien Petit, l'enfant du pays tout simplement. Bon, Petit, le problème c'est qu'il est équipier, donc il finit pas beaucoup de courses ces derniers temps, surtout avec la météo qu'il y a. Je pense qu'il sera encore équipier, mais si jamais il y a moyen d'être dans une échappée ou de prendre un coup d'avance, ça peut être une carte très clairement pour la Intermarché. En autre carte, on a donc Mike Tennyson, qu'on a vu assez à son avantage aussi sur les dernières Flandriennes, sur à travers la Flandre, sur le Tour des Flandres. Il a déjà fait 7ème de Paris-Roubaix en 2019, donc très belle carte, Mike Tennyson. Hugo Page, bon, ça sera plutôt un second couteau. Et puis probablement le leader de la course de l'équipe pardon pour cette course-ci, de la Wanty, Intermarché Wanty donc, sur Paris-Roubaix. Ce sera Lorenz Rex. Le grand Lorenz Rex, donc c'est 1m93, 80 kg, une machine à rouler, un comportement de chien fou, enfin la blague de Steve Chanel sur le Rex, chien fou, voilà. Sur Paris-Roubaix, il fait 9e l'an dernier, tout simplement. Et il a l'air encore plus fort cette année, donc moi je pense que Lorenz Rex, il va se battre à la pédale avec les meilleurs. Donc peut-être Adrien Petit ou Tony Sen pour anticiper. Et puis s'il a pas de problème mécanique, je pense que Lorenz Rex a très légitimement sa place dans le top 10. Pourquoi pas pour mieux. On sait qu'il va aussi assez vite au sprint. Donc très belle carte pour l'Intermarché Wanty. Côté à 40, on a aussi Stefan Kung. Donc c'est marrant de voir Stefan Kung seulement maintenant, après tous les noms qu'on vient de citer. Et je pense qu'il paye un peu son manque de pointe de vitesse pour figurer un peu plus haut dans le classement des bookmakers. Donc Stefan Kung, on l'a vu très en forme sur le Tour des Flandres, à travers la Flandre aussi. Tour des Flandres, en fait, le problème c'est qu'il a eu cette chute avec donc pas mal de sang qu'on voyait sur son visage, il me semble aussi. Donc grosse chute de Stefan Kung, malheureusement. Je pense qu'il aura eu le temps de récupérer. Et je pense que c'est la course qui lui convient le mieux, mais il avait fait une très grosse impression sur à travers la Flandre. Donc voilà, pour Paris-Roubaix, un beau résultat. Stefan Kung, c'est quand même abandon en 2021, mais sinon 11e en 2019, 3e en 2022, 5e en 2023. Donc pourquoi pas encore un top 5 pour Stefan Kung. C'est très clairement l'un des coureurs les plus solides du peloton. C'est juste qu'en effet, en termes de stratégie de course, c'est un peu difficile pour lui parce il a pas assez d'accélération pour vraiment attaquer et lâcher des gens. Et il n'est pas très rapide au sprint, donc en fait ça se joue beaucoup à l'usure avec lui. Moi je pense que c'est une machine très fiable, c'est suisse, du Stefan Kung. Donc oui, Stefan Kung dans le top 5, vraiment ouais. Et puis il sera accompagné aussi d'autres coureurs intéressants, Lewis Hasky, Laurent Pitty toujours. Laurent Pitty, bon, on a vu que en fait il est très fort, mais il est très jeune, 21 ans, et pour l'instant il a encore un peu de mal à tenir la longueur sur les grosses courses. C'est pour ça qu'il fait 26e du Tour de Gand-Wevelgem et 39e du Tour des Flandres. Il est peut-être un peu plus à l'aise quand ça montre, Laurent Pitty. En tout cas, c'est sûr qu'il aura pas peur des pavés, mais il a jamais fait Paris-Roubaix. Donc ça sera une belle découverte pour lui. Je pense que ça sera peut-être un pion en anticipation, mais j'ai peur qu'encore une fois, ils tiennent pas vraiment la longueur sur la course. Et c'est aussi ce que pensent a priori les bookmakers, puisque je le vois coté à 125. Voilà, donc ça c'était pour la Groupama. Favori suivant. Ensuite, donc on était à Stefan Kung, Jonathan Milan côté à 50, Mozzato côté à 50. Bon, Mozzato, évidemment, très bonne forme sur le Tour des Flandres. A priori, il va vite au sprint, donc il pourra régler ses camarades sur le vélodrome. Donc c'est clair que pour la formation Arkea, c'est peut-être encore une occasion d'avoir un top 10 sur un monument. Deuxième comme du Tour des Flandres, super impressionnant. Luca Mozzato. Ils ont des bons coureurs, ils ont aussi Jens Biermans, Florian Sénéchal, l'enfant du pays. Euh, Né à Cambrai, on rappelle Florian Sénéchal. Florian Sénéchal qui m'a fait une impression pas trop mauvaise sur le Tour des Flandres. Alors qu'on sait, il revient d'une chute, d'une opération de la clavicule, il me semble. Bon, ça sera un peu trop léger encore pour le Tour des Flandres, pour Paris-Roubaix. Je pense qu'il y a trop de pavés et sa blessure est encore trop fraîche, ça va le faire souffrir.
C'est dommage parce qu'en fait, Florian, c'est un coureur qui n'a jamais vraiment eu sa chance sur sa course préférée. Il a toujours eu des problèmes mécaniques, des trucs des enfers. Son meilleur résultat, c'est sixième en 2019. À l'époque, il était encore chez la Soudal Quick-Step. Mais depuis, c'est galère sur galère. Et je pense que malheureusement, cette année, ça sera plutôt aussi galère pour Florian Sénéchal. En revanche, je serai derrière lui à 100%. Il faut en être certain. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur les favoris principaux. On va passer quand même en revue les autres équipes parce que ça, c'était ce qu'on avait sur Winamax. Moi, j'ai aussi noté d'autres coureurs que je vois pas trop là dans Winamax, notamment chez Decathlon. Decathlon, très belle équipe. Prise de Bonte, Damien Ptouzé, Boissonhagen, Sander de Pestel, Pierre Gotera, puis Oliver Nassan. Oliver Nassan, il m'a tout simplement régalé sur le Tour des Flandres. On n'avait pas vu un Nassan si fort depuis 4-5 ans, là, à l'époque où il jouait la gagne sur les Flandriennes. Ça me fait trop plaisir de le revoir à cet endroit-là de la course, d'être si bien placé. Il y a une époque où il était quasiment toujours aux portes du top 10 sur Paris-Roubaix. Et ben, je pense que c'est la même chose cette année. Pourquoi pas un top 10 pour Oliver Nassan sur Paris-Roubaix. Et pourtant, il est coté très loin par les bookmakers puisqu'il est à 150. C'est vous dire. On croit vraiment pas trop en lui. Driss de Bondt, il peut toujours anticiper avoir un coup d'avance, c'est intéressant. Et puis Pierre Gautra pour la France, pour la découverte, 21 ans. Franchement, je surveillerai son résultat. Voilà, c'est déjà ce que j'avais dit sur le Tour des Flandres, il a fait 56e. Mais voilà, très intéressant Pierre Gautra, je verrai ce qu'il va faire. Ensuite, on va pas parler d'Astana, c'est pas très intéressant. La Bahreïn, il n'y a pas Matej Moric qui est tombé sur le Tour des Flandres. Donc leader a priori Fred Wright. Un peu léger quand même, je dirais, Fred Wright. Pas en termes de poids, mais en termes de carrure du bonhomme. Il a jamais bien figuré sur Paris-Roubaix. Ça va être difficile d'exister pour la Bahreïn Victorious en l'absence de Matej Moric. Là ensuite, on a la Bora qui est assez intéressante. Leurs deux cartes principales, je pense, Jordi Meus, Marco Haller. Jordi Meus, donc, qui avait fait troisième de Grand Wevelgem. Surtout que là, ça monte pas trop, donc on sait que c'est un mec assez lourd, Jordi Meus, 80 kilos. Je pense que sur le plat, ça lui convient mieux, et il y a très moyen qu'il fasse une belle place. Il avait fait 14e en 2022, pourquoi pas encore pour un top 15. Et puis Marco Haller, début de saison fantomatique, mais c'est toujours un vieux roublard, pourquoi pas pour un top 15 aussi. Voilà, pour la Bora. Un Cofidis, ça va être compliqué. Pourquoi pas Alexis Renard prendre un coup d'avance? Très clairement, c'est le genre de course où il peut partir dans les échappées, mais il devrait pas trop briller la Cofidis malheureusement. On n'a pas parlé de la Movistar, parce qu'ils sont pas très bien cotés. Pourtant, il y a quand même des coureurs de fou. Oyer Lascano, Ivan Garcia Cortina. Oyer Lascano, bon, on l'a pas trop vu sur le Tour des Flandres, alors qu'il avait fait des belles courses flandriennes avant. Je sais pas trop ce que ça va donner. Il est très jeune, hein, Lascano, il a encore 24 ans, donc il a jamais eu le temps de bien figurer sur Paris-Roubaix. En revanche, il y en a un qui est un peu plus expérimenté, c'est Ivan Garcia Cortina, qu'on a vu très fort sur le Tour des Flandres, mais qui a été le premier à glisser dans le Koppenberg. Il finit 26e finalement. Je pense qu'en plus, Paris-Roubaix lui convient mieux sur le papier que le Tour des Flandres. Il a jamais très bien figuré. En revanche, les bookmakers s'y trompent pas trop, puisqu'il est coté à 75, donc outsider. D'ailleurs, Oyer Lescano est aussi coté à 75. Donc à surveiller ce que vont faire nos deux compères de la Movistar, qui devient une équipe qui est pas si dégueu sur les pavés, quand même. Pour la Jayco, on aura Kellen O'Brien dans l'échappée, je pense, et puis Max Walscheid qui pourra peut-être jouer un peu sa carte. Max Walscheid, c'est pas n'importe qui. Sur Paris, enfin, sur ce début de saison, on l'a pas vu, mais il fait huitième l'an dernier et 12e en 2021. Donc, coureur vraiment très solide sur. Bon, c'est encore des équipes qui vont essayer d'exister comme elles peuvent, mais Max Walscheid, coureur pas dégueu, franchement. Ça m'étonnerait pas de le voir dans un top 15. Lotto Destiny, pas d'Arnold Lee, ça va être un peu compliqué. Israël, on va en parler parce que il y a le gars dont je me suis trompé d'équipe tout à l'heure, Riley Sheehan, qui est là, quand même. Donc Riley Sheehan, 23 ans, mais coureur qu'on découvre, qui a fait 13e sur le Tour des Flandres. Pourquoi pas faire une belle place sur Paris-Roubaix, mais il n'y a jamais participé.
Ça sera la découverte, mais sur le papier, gros coureur quand même, Riley Sheehan. Pourquoi pas pour prendre un cours d'avance pour une échappée. Et puis, il faut quand même qu'on parle de Tom Van Asbrook, qui avait fait 8e en 2021. Bon, c'était des conditions particulières, mais voilà, moi je le vois bien aller dans l'échappée Tom Van Asbrook. Il y a Alexander Christophe aussi dans la Uno-X. La Uno-X qui a aussi mis Orange Cold, Rasmus Tiller, Jonas Abrahamsen. Tout ça, c'est des gars qui doivent anticiper très clairement. Alexander Christophe, qui a déjà fait plusieurs top 15 sur la course, même si bon là il se fait un peu vieux. Et puis il n'a pas fait de bons résultats sur les dernières courses flandriennes. Orange Cold, peut-être un peu trop tendre aussi. Il a fait 22e quand même l'an dernier. Donc en fait tout ça c'est des coureurs qui doivent anticiper, prendre des coups d'avance et puis après prier pour que ça se passe bien sur le plan matériel. Ils peuvent envisager des belles places. Pareil pour Rasmus Tiller. Et puis il y a la petite surprise Jonas Abrahamsen qui a fait finalement 32e du Tour des Flandres, qui a jamais participé à Paris-Roubaix. On verra ce qu'il va donner pour la Uno X. Et puis voilà quoi, on va parler finalement de la Total Energy parce que ils sont invités. Ça c'est une bonne chose. Ils sont pas invités sur toutes les courses sur le Tour, on le sait. Et ils ont Dries Van Gestel, qui est vraiment pas dégueu, et puis Anthony Turgis. Donc moi voilà, je serai là pour les supporter sur le bord de la route. Dries Van Gestel qui a fait plutôt une bonne saison de Flandrienne pour l'instant, qui a déjà fait 18e de Paris-Roubaix, donc pareil, ça joue pour un top 20. Et Anthony Turgis qu'on a vu du voir, qu'on a eu du mal à voir scorer pour l'instant, mais qui pareil a un top 15 dans les jambes. Donc bon, j'ai parlé de beaucoup de monde. Si on récapitule, globalement, la course va quand même être dictée très très fortement par la Alpecin de Koenig, qui est immense favori, qui a deux énormes coureurs avec Philipsen et Van Der Poel. Van Der Poel qui sera le leader principal, Philipsen en appui. Ça va être très dur d'aller les déloger. Après, c'est Paris-Roubaix. Il peut toujours se passer des choses. Mais tâche aux autres équipes d'essayer d'anticiper, de faire quelque chose, parce que là, il y a quand même deux mecs, enfin, surtout un, Mathieu Van Der Poel, qui est une jambe au-dessus de tout le monde. Donc là, c'est peut-être le moment pour tenter des trucs. Et pour tenter des trucs, donc, moi, je vois bien les formations comme la Groupama, essayer des trucs. Envoyer un Pity devant pour voir comment ça se passe, un Husky, pourquoi pas. Garder Stefan Kung à côté de Van Der Poel. C'est peut-être la Ineos de faire un truc aussi. Avec Joshua Tarling, Ben Turner. Deux grosses cartes. On peut en envoyer un devant pour voir ce qui se passe. Évidemment, la Visma Leave the Bike. S'ils sont en forme, on verra les états de forme de Van Barle et Laporte. Je pense qu'ils doivent plutôt rester en retrait. Et s'ils voient que ça se passe bien, peut-être attaquer. L'Intermarché, il faut qu'ils fassent quelque chose aussi. Même s'ils auront évidemment pas le poids de la course à assumer. Je pense qu'ils vont devoir y aller aussi de leurs petites offensives. La Movistar avec Lascano, Garcia Cortina. La Lidl Trek qui sera, je pense, peut-être la deuxième formation, à peu près à égalité avec la Ineos, je sais pas, mais Pedersen qui est quand même un gros gros favori. La Soudal Quickstep, Lampart Merlier, on sait pas encore trop. La UAE, Morgado, Polit, Wellens, Bjerg. Tout ça, ça fait beaucoup d'outsiders. On peut même citer à ce titre-là, pourquoi pas, la Decathlon avec Oliver Nassen. Donc en fait, on voit qu'on a quand même une hiérarchie entre une équipe très forte qui domine tout, et en dessous, peut-être l'équipe de Pedersen quand même, la Trek, et après plein d'équipes qui n'ont pas grand-chose à perdre, qui n'ont pas vraiment le coup, poids de la course à assumer. Donc on verra s'ils viennent en aide à la Alpecin de Koninck par moment. Mais attention Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel est le plus fort. C'est souvent le plus fort qui gagne sur le Tour des Flandres, ça a été le cas donc. En revanche sur Paris-Roubaix, c'est quand même une autre paire de manches. Donc peut-être que la course n'est pas finie avant d'être jouée. Et donc Mathieu Van Der Poel est probablement le plus fort sur les pédales. Mais il y a plein de coureurs qui sont un peu un ton en dessous, qui pourront quand même lui mettre du poil à gratter. Donc voilà, j'ai très hâte de cette course. Côté coureur français, c'est un peu compliqué. Donc on a Pierre Cottra, évidemment, pour une des premières expériences en tant que sur les monuments. Bon, on n'attend pas grand-chose de lui. Sénéchal, comme je l'ai dit, je pense qu'il va un peu trop se ressentir de sa chute. Ça va un peu bouger dans sa clavicule, là, ça sera compliqué pour Florian. Christophe Laporte, je lui demande rien. Je suis très content qu'il puisse déjà courir, mais je lui demande rien, parce que ça va être compliqué pour lui, en revenant comme ça. Anthony Turgis pour aller marquer des points et puis montrer à tout le monde que il fallait quand même inviter la Total Énergie, ça valait le coup. Et puis Adrien Petit pour la gloire, pour une échappée, je sais pas, un truc.
Mais c'est un coureur qui me fait vibrer, moi, Adrien Petit, donc je suis très content de le voir. Donc pour les Français, pas de grosses ambitions. Un Français dans le top 10, ça serait déjà très très bien. Mais en tout cas, en termes de course, Van Der Poel, Philipsen, Pedersen et puis le reste, c'est totalement ouvert. Et ça peut-être être un peu le bazar. C'est aussi ça qu'on aime. Voilà, je vous laisse sur cette fin d'épisode. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Pod Cyclette. Et puis profitez très bien de la meilleure course de l'année. Salut!